Histoire de la famille de la vache. Vous savez tous comment on fait les fromages dans le Jura. C'est un métier nouveau à cette époque qui va ensuite arriver à la création du comté, le fameux fromage typique du Jura. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet est plutôt de ce type-là. Alors, on est donc en 1865 au début de l'entreprise et on va avancer rapidement quelques décennies à la fin d'une belle gravure représentant les bâtiments de l'entreprise ainsi que sur le côté, en bas à gauche, les magnifiques caves. Alors l'avantage, comme c'est de la gravure, on peut un peu exagérer aussi. Les bâtiments ne sont pas forcément aussi impressionnants que ça en vrai, mais c'est pas très grave. Et donc ici, vous avez un document un avis de passage d'un représentant de commerce. Au dos, il y a le bon de commande pour choisir son gruyère, son comté, la forme, la taille des trous, la couleur, etc. C'est très impressionnant. Donc nous sommes en 1899, l'entreprise a déménagé, ici on le voit, à Lons-le-Saunier, puisque au tout départ on était dans la petite montagne, dans un ancien couvent qui était transformé pour utiliser les caves pour faire de l'affinage. Lons-le-Saunier, pourquoi est-ce que l'entreprise s'est installée à Lons-le-Saunier? Il y a deux raisons principales. On parlait du train tout de suite qui était direct. Bon ben voilà, la raison c'était le train, entre autres, puisque pour pouvoir envoyer ces fromages le plus vite possible, le plus loin possible, à une époque, je vais peut-être le dire plusieurs fois, où on n'avait pas tellement d'électricité et certainement pas de frigo, les fromages n'aimaient pas trop le transport. Donc vous n'arrivez pas toujours en très bon état, le train permet d'aller plus vite et donc d'avoir un peu moins de pertes. Alors, il n'y avait pas de grande ligne de chemin de fer qui allait jusqu'à Paris. Il n'y en avait pas à l'époque, il n'y en a toujours pas. Quand on habite à Lons-le-Saunier, on est un peu perdu. On peut venir à Lyon, il y a un ou deux trains dans la journée direct, sinon il faut passer par Bourg. Mais effectivement, c'était une des raisons. Et d'ailleurs, sur la gravure, le bâtiment qu'on voit en haut à droite, c'est la gare. On est juste à côté. On était juste à côté, les bâtiments ne sont plus à l'entreprise. La deuxième raison aussi, c'est qu'à Lons-le-Saunier, il y a du sel, effectivement, vous avez compris mon petit indice. Il y a du sel, et pour affiner des fromages, il faut du sel, donc on va utiliser les sels des salines de Montmoreau, donc qui sont juste à côté de Lons. Les fromages viennent de partout dans la région, on va jusqu'en Suisse ou en Italie pour acheter des meules de fromage dans la montagne. En hiver, c'est à traîneau, mais effectivement, autant les fromages viennent de partout, autant le sel vient d'une source unique à Lons-le-Saunier, donc c'est plus simple de se rapprocher de cette matière première. Donc voilà un petit peu pour les débuts de l'entreprise. Alors on est bien loin de notre sujet quand même, On va y arriver, ne vous inquiétez pas. L'un des deux frères, Léon Bel, retenez bien ce nom, c'est quelqu'un de très important chez nous, va reprendre l'entreprise quand son grand frère va décider que ça ne l'intéresse pas tellement. Et donc l'entreprise devient bien sûr la maison Léon Bel, une gruyère en gros. Ici vous avez une très jolie... Alors, comme je disais cet après-midi, je ne suis pas vraiment une spécialiste des types d'impression, des techniques, même si certains sont plus doués que moi. Mais on a cette magnifique illustration, je n'irai pas forcément beaucoup plus loin dans les détails techniques, du magasin d'emballage. Vous avez peut-être la surprise de voir que les fromages sont expédiés dans des tonneaux. Ah oui, dans le Jura, on fait tout dans des tonneaux. Alors les caves, c'est les mêmes, des caves d'affinage, des caves de vin, c'est pareil. Et le nom des entreprises dans lesquelles, des endroits dans lesquels on fait du vin ou du fromage, c'est le même nom, ça s'appelle des fruitières, dans tous les cas. Donc c'est pareil. On continue à faire du fromage très traditionnel, des meules, jusqu'à un événement très important, la Première Guerre mondiale. Léon Bel va être affecté à ce qu'on appelle le train des équipages militaires. Donc rien à voir avec le train pour le coup cette fois, c'est l'ensemble des sections de ravitaillement pour la guerre. Donc aussi bien la nourriture, les munitions, les hommes frais, mais aussi les sections sanitaires pour soigner les soldats. Donc Léon Bel va être dans ces régiments de ravitaillement. Pour vous montrer un petit peu la complexité de la chose, ici pour le ravitaillement en viande fraîche, RVF, on va tout simplement modifier les autobus de la ville de Paris qui sont réquisitionnés, fermer les fenêtres avec des grandes plaques de bois et remplacer les poignées où les gens pouvaient se tenir debout par des crocs de boucher et on remplace les passagers par des carcasses de viande. On a des photos avec les carcasses, mais c'est quand même pas très joli. Pour vous montrer aussi la complexité des choses, donc on est sur une époque où il n'y a pas bien sûr les routes qu'on a aujourd'hui, donc ce sont des routes de campagne, où on peut trouver des dizaines de milliers de véhicules qui passent dans tous les sens. C'est un peu fait de briques et de broc, on est à moitié à cheval, moitié en automobile.
Donc là, vous voyez nos magnifiques autobus de Paris à droite qui transportent la viande, fraîche ou pas. Non, il n'y a toujours pas de frigo. Hein. Et pour reconnaître les véhicules, on l'a vu sur cette image-là, il n'y a que le matricule sur le côté. Le RVF 164, section 3, B3, pardon, 164 634. Il y en a des dizaines de milliers comme ça. Donc pour pouvoir se reconnaître entre eux, les poilus ont l'unité. On va mettre des dessins sur les véhicules. À l'époque, les insignes militaires n'existaient pas. Et tout signe de reconnaissance était formellement interdit sur les véhicules. Mais forcément, en pleine guerre, interdire aux poilus de mettre un dessin sur un camion, sur leur uniforme, c'est un peu compliqué. Là, vous avez une page d'ailleurs de l'illustration qui montre ces dessins qui étaient apposés sur les véhicules. Il y a de tout. Certains dessins qui peuvent vous dire quelque chose, d'autres absolument rien. Certains ont un sens, par exemple l'infirmière qui est au centre, on sait tout de suite qu'il s'agit d'une ambulance. Là, on est en 1902, on est déjà bien avant la guerre, il avait déjà fait rire quelques vaches apparemment. Il faisait beaucoup de dessins dans des revues plus ou moins comiques ou satiriques, il avait fait des illustrations pour des fables de La Fontaine qui correspondent parfaitement à son œuvre. Sa patte, c'est vraiment d'avoir des animaux qui sont très humanisés. Et le dessin qu'il va proposer, c'est celui-ci. Il s'agit bien sûr d'un bœuf. Pas une vache. Un bœuf. C'est de la viande. C'est pas de la vache, c'est du bœuf. C'est un bœuf en train de rire, sans doute ravi de se faire manger par les soldats. Et oui, donc on peut voir, donc ça c'est l'original que nous avons à la maison de la vache qui rit. Et on peut voir, donc il est à l'encre de Chine, avec de l'aquarelle. Et au crayon, donc on ne sait pas qui a rajouté ça, mais c'est certainement pas Benjamin Rabier. Cette mention en haut de RVF B70, j'ai dit 67 tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Donc ravitaillement en viande fraîche B70. Et en bas à gauche, cette petite mention bizarre, la vache qui rit. Mais alors la plupart des gens, quand ils le voient, disent la wash qui rit. Non, le W peut se prononcer V comme dans un wagon. La vache qui rit, cette écriture vous rappelle peut-être quelque chose. Et oui, les Valkyries. Alors il faut savoir qu'à cette époque, les Valkyries étaient vraiment quelque chose de sacré pour les Allemands. Quelques décennies plus tôt, un homme qui s'appelle Wagner a eu l'idée de faire un opéra, La Valkyrie, dont le passage le plus connu, c'est la chevauchée des vaches. Oui, non. La chevauchée des Valkyries. Et donc, c'est un personnage qui est très important dans la mythologie donc scandinave, mais qui est passé chez les Allemands. Alors, ceux qui ont fait allemand, vous avez sans doute étudié des morceaux d'œuvres mentionnant peut-être des Valkyries. Et donc, eux, ils ont la chance d'avoir des Valkyries, et nous, on a la vache qui rit en face. Donc, c'est un moyen très sympathique de se moquer des Allemands. Vous pouvez imaginer comme on aime raconter cette histoire à nos publics allemands à la maison de la vache qui rit. Mais ils n'aiment pas trop. On dit ça. Donc, ce dessin a été reproduit. Nous avons également cette plaque métallique, potentiellement un morceau de camion qui a été découpé après la guerre pour garder en souvenir le dessin. Donc, là, c'est un... Alors, est-ce que c'est l'original qui est apposé? Est-ce que c'est encore une copie? On ne sait pas trop. Ça s'est fait de manière assez organique. Hein. C'était copié, recopié sur tous les camions de la section. Donc voilà. Alors, j'aime bien dire que c'est l'ancêtre de la vache qui rit. Bon, c'est un bœuf. Alors, techniquement, il ne peut pas, mais c'est... Ouais, je sais. C'est de l'humour vache qui rit, ça. Donc voici un petit peu la genèse de notre vache. On va y avancer un petit peu après la guerre. Il va se passer plusieurs choses. Il va y avoir une exposition, alors je n'ai pas grand-chose sur cette exposition, je n'ai pas d'image, de la galerie Georges Petit à Paris, qui va faire une exposition de tous ces insignes. Il va y avoir à peu près 200 insignes de guerre qui vont être rassemblés dans une galerie d'art. Peut-être la chance de le voir, puisqu'aujourd'hui, c'est la maison de la vache qui rit. C'est plus facile à dire quand les gens sont dedans. Vous connaissez tous ce bâtiment. Ça ressemble encore pas mal. Le bâtiment de droite a été remplacé par un bâtiment beaucoup plus moderne aujourd'hui. Donc, dans cet atelier qui s'appelle l'atelier de l'Aubépin, Léon Bell va lancer son propre fromage fondu, auquel il va donner un nom un petit peu original. Les fromages de l'époque, et là j'ai épluché les dépôts de marque, ont des noms très bateaux, généralement c'est le nom du fabricant. Quand on essaie d'être original, c'est le meilleur. Ça claque un petit peu plus. Et voici la toute première vache qui rit.
Donc ici, il s'agit du document de dépôt de marque au tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. Nous sommes le 16 avril 1921, exactement. Donc la vache qui rit cette année va fêter ses 104 ans. Oui. Vous allez le voir au fur et à mesure de notre présentation. Elle, plus elle vieillit, plus elle rajeunit. En tout cas, voici à quoi ressemblait la première vache qui rit. Et j'ai le plaisir, messieurs, mesdames, le lyonnais, de vous dire que ce dessin vient d'une imprimerie lyonnaise. L'imprimerie Rambose, dont personne visiblement n'a entendu parler. Il m'en reste aucune trace. Si vous connaissez cette imprimerie, venez me voir à la fin. Ça m'intéresse, je n'ai aucune info. Donc voilà le dessin d'origine qui va bien sûr être reproduit sur les premières boîtes de vache qui rit. Ah oui. Alors c'est vrai que la première fois, ça choque un peu. Il s'agissait tout simplement d'une boîte de conserve, des boîtes en métal dans lesquelles le fromage, une fois fondu chaud, était coulé. Et c'est le même principe que les confitures. On met le fromage chaud à l'intérieur, ça va stériliser la boîte. On ferme de manière parfaitement hermétique. Et à partir de là, on peut conserver la boîte jusqu'à ce qu'elle gonfle. Pas de date limite à l'époque. On est habitué à toutes ces petites choses maintenant, mais il n'y avait pas de date limite, donc tant que ce n'était pas gonflé, ça pouvait se manger. Le dessin est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il s'agit d'une vache à 4 pattes, derrière sa barrière qui porte son nom. Pain sans croûte, en 5 langues. Oui, il avait de l'ambition, monsieur Bell. Visiblement, il ne s'est pas trompé aujourd'hui. 5 langues, c'est rien. Mais c'était des boîtes extrêmement chargées, beaucoup de textes. Alors là, on ne voit pas très bien, la définition n'est pas suffisante. Le texte qui est sur le dos de la vache, qui est derrière elle, notre vache nous explique qu'il n'est rien de donner son lait lorsqu'on le sait bien employer. Donc beaucoup de mentions publicitaires qui vont avec. Donc ici une plaque pas émaillée. Alors les plaques émaillées vache qui rit, il n'y en a pas des masses. Les collections de plaques émaillées, je suis très déçue. Donc ça c'est juste une tôle. Donc vous voyez encore une fois toujours bien chargé. On va aussi retrouver ce dessin un petit peu modifié sur d'autres objets publicitaires comme ce buvard. Donc ça c'est notre plus vieux buvard. Approximativement de 1922. Alors je sais parce que c'est une version légèrement différente de la boîte, puisque la deuxième version de la boîte, là on est en 21 la première, en 1922, voilà comment elle va être transformée. Vous remarquez quelque chose? Elle est rouge. Et effectivement, la vache devient rouge dès 1922, donc ça va très vite. Ça va très vite. Bon, alors, on a lancé un produit avec sa boîte de conserve qui marche super bien, parce que le nom se démarque des autres. C'est le principe d'une marque, il faut se démarquer, ben, ça marche. Le dessin, oui, bon, plus ou moins sympathique, mais ça marche bien aussi auprès du public. Résultat, la famille Bell va avoir un petit problème. En 1923, il n'arrive pas à produire assez pour toute la demande. Ouais, on aime bien ce genre de problème quand même. Donc il va falloir accélérer la production. Léon Bell décide de devenir officiellement un industriel de l'agroalimentaire. À l'époque, ça fait bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins charmant, évidemment. On va installer des machines pour remplir les ateliers, pour aller plus vite. Mais ce ne sont pas n'importe quelles machines, ce sont les premières machines à portions. On est en 1924. La vache qui rit quitte sa boîte métallique pour passer à la petite portion triangulaire, enveloppée dans du papier d'étain. On est vraiment au tout début du papier à donc c'est de l'étain à l'origine. Si quelqu'un a gardé toutes ces portions aujourd'hui, il est riche. Oui. On n'en a même pas une seule dans les collections, je vous le dis aussi. Pas une seule portion, elle est arrivée jusqu'à nous. Mais effectivement, papier d'étain, avec une boîte ronde en carton sur laquelle est collée une étiquette avec la vache qui rit. Les toutes premières, et nous n'en avons pas non plus dans les collections, étaient avec cette vache que vous venez de découvrir à 4 pattes. Sauf qu'en même temps, Léon Bell dit tout. Benjamin Rabier, toujours lui, va proposer une nouvelle vache. Pas tout à fait celle-ci. C'est pas exactement ça au tout départ. Il manquera quelques détails sur le dessin d'origine.
Donc Benjamin Rabier propose une tête de vache. Si vous regardez cette tête de vache, elle est très humanisée. Si on met une vraie tête de vache à côté, ça ressemble quand même pas tant que ça. Elle a des traits extrêmement humains, elle a des dents humaines, toujours aujourd'hui. Et bien elle a des incisives. Elle a des yeux qui rient beaucoup, elle a des petites pattes doigts là, parce qu'elle rigole tellement. Hein. Elle a ses fossettes aussi, tellement elle rit. Elle a des trucs qui ressembleraient presque à des sourcils en haut d'ailleurs. Hein. Elle est très 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 humaine cette vache. Mais Léon Bell va beaucoup hésiter à l'utiliser au départ parce que le dessin de Benjamin Rabier n'a pas les éléments qui caractérisent une vache. Donc c'est bien une vache qui donne du bon lait pour faire du bon fromage. Donc comme ça, si vous retenez une seule chose de cette conférence, retenez que la vache qui rit ses boucles d'oreilles, c'est pour qu'on sache que c'est une vache. Aujourd'hui ça nous paraît évident, ça n'était peut-être pas à l'origine. Effectivement, la deuxième chose qui manque au dessin d'origine et que Léon Bell va demander à l'imprimeur, et on va en reparler dans 2 secondes, ça va être de colorer la vache en rouge. Et pourquoi rouge? Y a-t-il des idées dans la salle? J'aime bien, alors je suis désolée, je suis très pénible, j'aime bien poser des questions. Quelqu'un a une idée? Pile poil la bonne réponse dès le départ. Alors, il y a plein de théories. Si vous tapez pourquoi la vache qui rit est rouge sur Google, ouf, quelques millions de réponses. Alors il y a du tout. Les rouges, c'est pour rendre hommage aux rouges Garance de la Première Guerre mondiale. Pourquoi on aurait envie de rendre hommage à un pantalon qui a tué beaucoup de soldats? Alors je pense que cette réponse vient du fait que la couleur des vraies affiches, là c'est des photos, on ne voit pas très bien, elle fait très très rouge. Les premières affiches ont cette couleur rouge un peu rosée qui pourrait ressembler un peu. Alors c'est peut-être une question de pigment à l'époque. On a utilisé un pigment très proche du rouge Garance, donc ça a fait penser aux gens que c'était ça. Je n'y crois pas trop. Certains disent tout simplement qu'à force de rire, elle est toute rouge. Elle est peut-être un peu normande au lieu d'être jurassienne. Mais effectivement, tout simplement, le rouge est une couleur qui se voit très bien. Il paraît même qu'on voit le rouge quelques microsecondes avant les autres. Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Je ne sais rien. Et puis, soyons honnêtes, une vache rouge, ça n'existe pas. Alors, il y a des vaches qui se prétendent rouges, c'est-à-dire que la couleur semble. Juste une petite remarque, vous qui êtes spécialiste, pour certains en tout cas, de l'impression, il va y avoir un petit souci avec l'imprimeur. Parce que lorsque ce dessin va être fait par Benjamin Rabier officiellement, donc la version sans le rouge et sans les boucles d'oreilles, Léon Bell, très confiant, va demander à son nouvel imprimeur, qui s'appelle Vercasson, à Paris, il va dire à Vercasson, payer 1000 francs à M. Rabier pour acheter son dessin. Donc le dessin a été payé 1000 francs. Voilà, de problème après. Mais effectivement, 1000 francs pour ce dessin, sauf que lorsque Vercasson va acheter le dessin à Benjamin Rabier, Vercasson va déposer la marque de la vache rouge. Il va déposer le dessin sous son propre nom. Il ne va jamais rien faire avec. Et Léon Bell va déposer le nouveau logo de sa marque également, en même temps, à quelques jours près. Mais après. Et quelques années plus tard, lorsque l'imprimeur Vercasson va fermer, les repreneurs, qu'est-ce qu'ils découvrent comme trésor dans leur carton? Ils découvrent qu'ils sont propriétaires de la vache qui rit. Sauf qu'entre-temps, la vache qui rit, elle avait un peu progressé dans le monde. Et donc, il a fallu racheter les droits sur la vache qui rit des années et des années après. Comme quoi, il faut faire très attention. Et Léon Bell était un très très grand publiciste, un bon homme d'affaires dans l'ensemble, mais pas toujours très doué sur le dépôt de ses marques. En tout cas, dessin utilisé sur les boîtes, donc là c'est tout simplement la boîte ronde en carton, tout simple, avec l'étiquette par-dessus. On va utiliser le même dessin sur les étiquettes, sur les meules de comté. Ça aussi c'est un bel objet. Et puis sur les objets publicitaires, comme la plaque, alors c'est la reproduction parfaitement identique de notre dessin de tout à l'heure. Vous remarquerez d'ailleurs un détail intéressant, c'est que sur cette boîte, à l'arrière-plan, vous avez un magnifique paysage jurassien. Je vous avoue, quand je suis arrivée dans le Jura, je me suis demandé pourquoi derrière la vache qui rit, ils avaient mis le même dessin que les bonbons la Vosgienne. Ça se ressemble un peu quand même. Après les Vosges, le Jura, depuis la Normandie, c'est la même chose. Effectivement, le paysage jurassien, retenez-le, parce qu'on va en reparler.
Alors après, il y aura quelques déclinaisons de notre tête de vache qui rit, et vous le savez, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, fichier numérique, on reproduit la même chose partout. Là, c'était des choses qui étaient refaites à la main, il y avait des graveurs, il y avait des dessinateurs, il y avait beaucoup d'artisans qui passaient par là pour reproduire encore et encore sur différents objets. Donc parfois, elle change un petit peu de tête. Plus tout à fait la même. Ouais. Moi, j'ai pire dans les collections. La difficulté quand elles ont vraiment des têtes bizarres, c'est de savoir si c'est des vraies ou des fausses. Parce que c'est pas un faux, pour le coup. Et le faussaire n'était pas très bon. Mais bon, les objets d'origine étaient aussi parfois avec des dessins un petit peu déformés. Il va y avoir aussi un dessin assez sympathique à la fin des années 20. Pardon, j'ai été trop vite. Une rencontre impromptue lors d'un dîner mondain chez Monsieur et Madame Bell entre Benjamin Rabier et Francisque Poulbeau, qui vont, au cours de ce dessin, créer cette petite merveille, donc avec la vache Rabier et le petit Poulbeau qui tient sa boîte de vache qui rit. Donc ça, c'est un beau dessin dont nous avons l'original. Et suite à ce dîner, une petite collaboration pour créer des petits objets publicitaires. Il va y avoir une petite série de factures publicitaires avec des dessins soit de Rabier, soit de Poulbeau. Donc il y a une petite dizaine, 4-5 de chaque à peu près. Si on continue dans notre histoire, avec tout ça, toute cette publicité, elle va avoir un problème. Ils n'arrivent pas à produire assez de vaches qui rit pour tout le monde. Ça fait 2 fois. On est en 1925, ça va très vite. Hein. Donc, résultat, Léon Bell décide de quitter son atelier pour créer une usine ultra moderne. Eh oui. Alors encore une fois, petite exagération du graveur, du dessinateur. Là, elle a l'air beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en vrai. Hein. Oui, c'est pas si grand que ça en vrai. Mais voici l'usine de la vache qui rit. Elle a été créée en 1925, inaugurée en 1926. L'année prochaine, on fêtera les 100 ans de cette usine. Usine ultra moderne avec toutes les dernières technologies pour la fonte, pour les fameuses machines à portion plus perfectionnées qui vont plus vite, les laboratoires pour tout tester, vérifier que tout va bien, les dernières méthodes et tout ça. Et le bureau de la publicité, innovation. À côté du bureau de Monsieur Bell, il va créer le bureau de la pub. Premier service marketing de l'entreprise, à une époque où le marketing n'existe pas trop, on ne fait pas de la pub, on fait de la réclame, parce que alors vous connaissez l'origine du mot réclame, hein, c'est pas un mot très positif à l'origine, on réclame l'attention du chaland, comme la poissonnière sur son marché. Donc la réclame, c'était pas joli pour les Français, on n'aime pas ça la pub, hein. On dit que les produits vont se vendre tout seuls s'ils sont bons, mais c'est sans compter la révolution industrielle, la hein. Alors beaucoup de textes, hein, évidemment, sur les premières publicités. Là, on est sur la publicité dans les journaux. Donc, avec, à l'époque, il n'y avait pas de loi interdisant la publicité mensongère. Donc des fois, on exagère un petit peu. Ah oui, bien sûr. Alors j'ai pire hein, comme message publicitaire. J'ai celle-ci. Alors, le boîte de vache qui rit a la même valeur nutritive que 12 francs d'œufs, 12 francs de jambon, 11 francs de filet de bœuf, 14 francs de pois en conserve, ou bien encore 22 bananes. Alors, une boîte entière, hein, 22 bananes, oui. Donc là, une publicité 1931. Il y a toujours beaucoup de textes et quelques images, mais ça coûte cher les images dans le journal. Hein. Après, évidemment, nous avons d'autres objets. Alors, celle-ci, la tête, vous allez voir quand même. Encore un petit peu déformée. Donc, toujours un très beau buvard publicitaire. Et puis, on a la chance dans nos collections d'avoir. Ça, je me suis fait un plaisir dans l'exposition, enfin dans l'exposition permanente. Les deux sont exposés côte à côte. Ça fait plaisir. Mais effectivement. On a aussi d'autres petits objets. Bah oui. Alors, la plupart des objets ne viennent pas de l'entreprise parce qu'elle n'a pas gardé grand-chose. J'aime bien, pour être gentil, dire que l'entreprise a toujours été tellement tournée vers l'avenir qu'ils n'ont pas beaucoup conservé leur passé. On a aussi de très beaux objets comme celui-ci. Donc ça, c'est la maquette
d'une publicité. Je n'ai jamais trouvé la publicité qui va avec, donc elle n'est jamais sortie. Donc là, fait à la main, au crayon. Puis après, on a des choses comme ça, par exemple. Donc on retrouve toujours la même boîte, hein, on est toujours dans la même période. Puis on va changer un petit peu de registre. La publicité à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de supports. Aujourd'hui, on a des supports dans tous les sens. Là, évidemment, c'était l'affichage. Donc on a vu les affiches, les plaques, la presse et la radio. J'adore la radio. Alors là, c'est moins graphique. On va sortir un disque. Alors, je vous explique, parce qu'il faut le contexte quand même. La publicité était interdite à la radio en France à l'époque. Oui, alors c'était un petit peu comme la publicité qui est interdite après 20 h sur les chaînes du service national. On trouve toujours le moyen de contourner. Donc, la météo vous est présentée par la vache qui rit. Ou les mots croisés de la vache qui rit sur Radio Luxembourg. Et encore mieux, on va faire des disques. Un vrai disque. Magnifique, avec un chanteur qui chante une chanson. La chanson s'appelle « C'est la vache qui rit ». On va passer ça sur les ondes comme n'importe quelle chanson à succès de l'époque. Ça se faisait beaucoup. Il y a d'ailleurs un chanteur assez connu qui a commencé sa carrière comme ça. Charles Trenet. Voici alors, une partie, un côté de la partition. Et alors, c'est pas précisé ici, la chanson est chantée par Constantin Le Rieur. Alors attention, on va voir si le son fonctionne. Le son ne fonctionne pas. Dommage. Ah, ça, c'est chanter aujourd'hui. Je peux faire. C'est beaucoup moins drôle quand même sans la chanson. Enfin, sans la... Le meilleur lait, celle dont on... je sais plus, c'est trop petit pour sur les grands boulevards, dans le métro, qui, mesdames, nous donne du bon fromage, je sais plus quoi, partout, en tout petits morceaux. Donc pour continuer sur les supports publicitaires, donc l'affiche pour les concours, le budget de la publicité va beaucoup dans les concours, sur énormément de cadeaux à gagner. Il y a des petits bons de participation. Alors, ils font 2 cm en vrai. Qu'on va découper dans la boîte et qu'on va pouvoir mettre sur une feuille, comme d'habitude, vous connaissez, avec un timbre, etc., pour gagner plein de cadeaux. Imaginez là, on pouvait gagner une voiture. Ouais. On est en 1935. Dis donc. C'est plutôt pas mal de gagner une voiture. Pas grand monde qui avait une voiture à l'époque. Et puis après, vous allez avoir aussi les images de la vache qui rit. Alors ça, vous connaissez peut-être. Dans les boîtes de vache qui rit, on va mettre des images. Alors ça commence en 1931, avec les premières images. C'est la même chose que dans les chocolats, effectivement. Tout à fait. Donc vous allez avoir, alors ça c'est une publicité qui en plus vous explique que si vous collectionnez les images, donc si vous êtes un bon consommateur, soyons clairs, et que vous renvoyez, alors il faut renvoyer des séries complètes, des séries incomplètes, etc. Il y a des tas de critères comme ça, et vous renvoyez vos images à l'usine, parce que c'est l'usine qui va gérer, et on va vous envoyer des cadeaux qui valent jusqu'à 1 million. Pour ceux qui connaissent, les cadeaux, il y a de tout. Ça va être les meubles, la chambre à coucher complète avec le pont, vous savez, le vélo, l'appareil photo pour un enfant, dans les années 30. En fait, tout le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne, pour ceux qui connaissent, presque, sauf les fusils. Sinon, il y a énormément de cadeaux disponibles, des montres, des services à vaisselle, 135 pièces, dont on ne sait même pas à quoi ça sert. Tout ça, c'était des cadeaux qui étaient possibles de gagner avec les images de la vache qui rit. Images que l'on pouvait collecter dans des albums exprès pour. L'album était bien sûr offert aux meilleurs clients chez votre détaillant, l'épicier, le crémier, ou par l'instituteur, aux bons élèves qui avaient collectionné les images comme bon point. Et oui, ceux qui ont connu ça. Les images pouvaient se mettre à l'intérieur des albums. Évidemment, au départ, il ne s'agit bien sûr pas d'images autocollantes. Mais aujourd'hui, mais plus tard, bien sûr, ce seront des autocollants avec un partenariat avec les images Panini, des petits albums Panini exprès pour la vache qui rit, etc.
Ah bah là, ici, par exemple, vous avez quelques exemples de ces cadeaux que l'on pouvait gagner. Donc si on avance, parce que je prends trop de temps et que je ne vais jamais finir à ce rythme-là, beaucoup d'objets dérivés, beaucoup d'objets en carton, de très jolies impressions, encore une fois, de très jolis objets, avec des jolies polices de caractère d'ailleurs, que l'on trouvait, par exemple, ce jeu de cartes, il rentre comme ça. Il rentre dans la boîte de vache qui rit, donc c'est un mini jeu de cartes. Ou alors, vous avez un puzzle dans la boîte de vache qui rit. Ou dans les cadeaux à gagner, il y a ce petit kit de la laitière. C'est genre une dinette. Ah non, non, c'est un kit de la laitière. La vache qui rit fera beaucoup de publicité aussi au début du Tour de France, par exemple. Donc ça, c'était un grand moment, le Tour de France. D'ailleurs, depuis 2024, la vache qui rit est de retour sur le Tour de France après plus de 10 ans d'absence. Ouais, ouais. On ne peut pas laisser toute la gloire à Cochonou. Ensuite, on va arriver à la Deuxième Guerre mondiale, qui est une période, alors bien sûr, compliquée pour tout le monde, mais également pour les fabricants de fromage, puisque le taux de matière grasse va être imposé dans les fromages. On ne savait même pas ce que c'était qu'un taux de matière grasse à l'époque. C'est pour ça que les étiquettes vont légèrement changer. Alors déjà, en plus, elles sont plus petites. Vous avez la boîte, l'étiquette est plus petite parce qu'il n'y a pas de bout de papier. Alors on fait des économies comme on peut. Et en plus, on va rajouter la mention qui est en haut, là, fabrication imposée. C'est histoire de vous dire que si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas de notre faute. Avec tous les tracas de la guerre, Léon Bell va décider de laisser la place, parce qu'il était toujours là. Il va laisser la place à son gendre qui est au centre ici, qui s'appelle Robert Fievé. Donc lui vient d'une famille d'industriels et qui va... Claude. Le fils de Claude, petit-fils de Robert, arrière-petit-fils de Léon et arrière-arrière-petit-fils de Jules. Donc c'est toujours aujourd'hui le président de l'entreprise. La différence, c'est que depuis 3 ans, il a laissé la direction générale de l'entreprise à une femme. Donc aujourd'hui, c'est une femme, Cécile Béliot, qui dirige l'entreprise avec la présidence de M. Antoine Fievé. Bon, revenons en arrière. Voilà, je parle dans tous les sens. Après la guerre, on va modifier l'étiquette. On va mettre la tête de la vache dans le V de la victoire. Alors oui, pendant la guerre, jusqu'à la fin de la guerre, on va aussi avoir le V dans un temps, avec André Bon écrit en gros vache qui rit, en tout petit, parce que c'est plus tout à fait de la vache qui rit, vu la recette, qui est quand même très allégée. On fait un fromage de régime, puisque les directives du gouvernement de Vichy vont imposer de descendre à 10% de matière grasse. Alors, on estime qu'avant la guerre, on devait être environ à 40% de matière grasse. Alors attention, on ne calcule pas pareil, on est du gras sur produit total, aujourd'hui on calcule en gras sur produit sec. Mais personne n'a réussi à me faire la conversion. En tout cas, donc nouvelle étiquette, beaucoup plus simple quelque part, on devait commencer à avoir pas mal de publicité. Alors là, ici, j'aime bien celle-là parce que ça montre un petit peu les différents produits de l'entreprise, parce qu'il n'y a bien sûr pas que la vache qui rit. Alors, vous avez le Bombel, le petit Bombel, le Bel et Dame, le Babybel, le Dauphinois, le Beurre-Bel, le Gruyère-Bel. Vous avez aussi le Bouddha-Bel, le Bleu-Bel, le Roblo-Bel. En fait, rappelons, il y a un fromage qui existe, on va tenter de faire une version belle. D'un coup, on a vachement blé après la guerre, alors on va développer plein de produits. Mais plein d'images, avec toujours des superbes publicités comme ici. Regardez-moi bien, est-ce qu'on peut se tromper? Non, car je n'ai pas de sous-marque. Non, à l'époque, il y en avait. Avec des illustrateurs connus qui vont commencer à faire de jolis dessins pour la vache qui rit sur des supports divers et variés. Par exemple, ici, vous avez sur des protège-cahiers, donc avec Hervé Baye qui va faire ce dessin. On va modifier encore après, là, on est un peu plus tard. Attendez, je suis en train de me... attendez, on ne passe après celui-là. Je suis pas dans la chronologique. J'allais m'échapper. On est là. 1955, c'est la révolution chez la vache qui rit. En fait, petit à petit, après la guerre, les fromagers sont autorisés à remettre du gras, mais progressivement. Puis un jour, ça va être fait ce que vous voulez. Donc les fromagers vont se lancer à la course à la matière grasse. Il y en a qui font la course à l'armement. Chez les fromages, c'est le gras. Et la vache qui rit en 1955 va sortir sa version à 50% de matière grasse. À mi-chemin entre le beurre et la crème fraîche. Oui, c'est très gras. Hein. Je vous rassure, depuis, on a baissé.
Oui. Ben, en fait, à cette époque-là, oui, après la guerre, il faut un petit peu remplumer nos Français qui ont subi énormément de privations. Les enfants qui ont grandi pendant la guerre sont en moyenne un peu plus petits que les générations précédentes et les générations suivantes, à cause des carences de la guerre. Ah oui. Donc, voilà la nouvelle boîte de la vache qui rit. Alors, vous avez plus du tout de paysage jurassien. Par contre, vous avez un magnifique blason doré pour montrer la qualité du produit et l'apparition de 4 étoiles au-dessus de la tête de la vache qui rit. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il y a 4 étoiles au-dessus de la tête? Non. Tout simplement parce qu'au moment où ils vont sortir cela, le gouvernement français sort le décret d'application d'une vieille loi qui n'avait jamais été appliquée à cause de la guerre, imposant aux hôtels d'être classés selon des étoiles. Alors oui, c'est le gouvernement français qui a inventé les étoiles des hôtels, déjà, il faut savoir. Et la vache qui rit va s'auto-attribuer la note maximale. 4 étoiles. Mais en 92, à l'apparition de la 5e étoile pour les hôtels, la vache qui rit reste sobre et ne se rajoute pas une 5e étoile. Je vous avoue, récemment, j'ai expliqué ça à notre service marketing, et très sérieusement, ils m'ont regardé en disant « Et de certaine façon, on a la tête du général de Gaulle. » C'est pas fait exprès, je vous le jure. C'est absolument pas fait exprès. Quelqu'un a découvert, en suivant l'œil par là, le menton, etc. On avait la tête du général de Gaulle. Ça fait partie du top 5 des questions qu'on Est-ce peut que c'est aller dans la la tête du général de Gaulle ou Vous pas? savez la tête du général de Gaulle? C'est vraiment pas fait exprès. Hein. Ouais. Donc en tout cas, on continue avec beaucoup de publicité avec des superbes affichistes encore ici à Belaï, ce qui va nous faire une vache qui rit en train de manger. De la vache qui rit. Côté un peu cannibale quand même. Vous remarquerez aussi un verre de vin, hein, aujourd'hui c'est plus possible. On est pratiquement à du pain, du vin, du boursin là. D'ailleurs, on va racheter boursin quelques années plus tard. Décliné aussi dans la presse, donc là on n'a plus la couleur évidemment, mais toujours les mêmes dessins, plus ou moins réussis, plus ou moins détournés, déformés, effectivement, avec d'autres vaches qui rient, toujours 50%, c'est très important. Hein. Eh oui. C'est aussi important de rappeler les magnifiques fromages et produits très naturels qu'il y a à l'intérieur de la vache qui rit. Donc là vous avez la boîte de vache qui rit d'où sortent les ingrédients. Hein, toujours le même message, c'est très très important. Ici il y a d'Hervé Morvan. Alors là, on change un petit peu de genre quand même. Je vous avoue, sur nos grandes affiches, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Voilà, elle a moins de charme. Vous regarderez attentivement la tête de la vache qui rit en bas. Elle n'est pas un peu différente. Vous la voyez pas? Non. Je suis devant. Non. Elle a des dents. Donc c'est très très peu de dessins, d'images. C'est un buste en plâtre. C'est un diable. Les gens ont peur. Mais vous voyez, après on est un petit peu à mi-chemin. On essaye de trouver comment adoucir, comment petit à petit en plus les cornes vont se rétrécir. Ça c'est vraiment une marque qu'on peut voir dans toute l'évolution. Et toujours nos grands dessinateurs, nos grands illustrateurs qui vont continuer à faire des objets publicitaires, donc des séries de buvards. C'est probablement un des objets qu'on trouve le plus de la vache qui rit. Vous connaissez probablement, c'est une série de buvards qui va être éditée. Alors c'est avant les 50% et après les 50%, ils vont rééditer. Donc vous avez les mêmes avec des 2 versions. Les collectionneurs, ils veulent les collections complètes. Donc il y a 9 séries de 10 buvards, dont 4 séries qui existent en double. Plus des versions, il y a des choses écrites derrière et d'autres, il n'y a pas des choses écrites derrière. Donc ça fait un nombre impressionnant de buvards à collectionner différents. Alors si vous en avez 100%, la différence, c'est juste c'est écrit 50%. C'est pas le même buvard, hein, mais 50%. Avec beaucoup de publicité de plus en plus. On est vraiment dans des âges d'or de la publicité de la vache qui rit, avec donc dans les bus de Paris, dans le métro. Alors étonnamment, j'ai pris une photo d'une grande affiche. Dans le métro, on a mis des mini-affiches. Je ne comprends pas. À la même époque, on va mettre des affiches géantes pour Babybel, et la vache qui rit, non. Alors, bon, bah là, j'ai normalement le premier film publicitaire de la vache qui rit avec Pauline Carton. Je ne pourrais pas imiter la voix de Pauline Carton.
C'est dommage parce que sans son, c'est quand même beaucoup moins drôle. Hein, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, des publicités qui étaient uniquement au cinéma au départ, hein, d'ailleurs, avant d'arriver à la télé avec, dans la fin des années 60. Je vous laisse pas la suite. Sans son, c'est pas du tout. Alors, sur l'évolution hors graphique et hors publicité, la vache qui rit va beaucoup encore évoluer. On est avec notre ami. Bon, les petits loups, ça se passait. L'histoire et la conférence de la vache qui rit se passait ici, archives municipales de Lyon. Donc j'espère que vous avez apprécié. Vous comprenez maintenant pourquoi la vache qui rit. Elle se fout de la gueule des Allemands. Bah, c'était pendant l'avant-guerre et l'après-guerre. Il fallait bien défendre le pays. Allez les petits loups, j'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien. Et on ira faire un tour dans le dit musée de la vache qui rit. Allez, ciao. Salam les petits loups.